Bonjour à tous, bienvenue François Gremaud, Olivier Mélor, metteurs en scène tous les deux. Je viens de perdre François, non ça y est, ça c'est parce que les mosaïques bougent. Voilà, nous sommes ensemble pour évoquer vos travaux autour de deux grandes tragédies raciniennes. Alors précisons que Jean Racine est né à la Ferté-Milon dans l'Aisne, où son musée peut être visité. Il est né en 1639, voilà, il faut quand même le préciser puisque nous sommes dans les Hauts-de-France. François Gremaud, pour commencer, vous avez choisi de vous emparer de Phèdre, grande tragédie en 5 actes et en vers, 1654 alexandrin, rien que ça, créée le 1er janvier 1677 à Paris sous le titre alors de Phèdre et Hippolyte. Vous n'avez pas adapté Phèdre, mais vous avez recréé un spectacle à partir de Phèdre. Je propose que pour mieux vous connaître, on regarde la petite pastille vidéo qu'Aurélie va lancer, un petit reportage qui a été préparé par l'association Bulldog. Comédien, auteur et metteur en scène, François Gremaud est un artiste contemporain suisse qui pense le théâtre comme un outil d'étonnement, d'éveil des pensées et des regards. Après avoir entamé des études à l'école cantonale d'art de Lausanne, l'ECAL, François Gremaud suit une formation de metteur en scène à Bruxelles au sein de l'Institut national supérieur des arts du spectacle. Une formation qui lui sourit puisqu'à peine diplômé, il fonde la compagnie To Be avec Michael Monet. Cette compagnie est d'ailleurs rapidement considérée comme l'une des plus innovantes de Suisse romande. Il y développe tout un catalogue de spectacles, films et autres chansons que l'auteur aime à composer seul ou en collaboration. Le succès est au rendez-vous dès les premières heures avec un spectacle baptisé My Way qui ouvre la voie à toute une série de créations aussi innovantes que variées. Récital, présentation, Western Dream Days, vernissage. Le tout sous la bannière d'un collectif baptisé tout simplement du nom de leurs membres, Gremaud, Gurtner, Beauvais. Pour François Gremaud, le théâtre a vocation à ouvrir le regard sur les êtres humains. Un regard qui, par le filtre du travail d'écriture et de la mise en scène, s'offre de nouvelles versions d'une réalité qui nous entoure et qui, soudain, est capable de nous apparaître sous un point de vue nouveau. Penser autrement grâce à l'étonnement. Son leitmotiv est l'insufflation de la joie qu'il partage à travers des œuvres enthousiastes et drôles, des spectacles, des rencontres et des interventions en milieu scolaire. Un univers où il a à cœur de planter des graines d'amour pour le théâtre, dans des terres parfois imperméables à cette forme d'art. C'est dans cet esprit qu'il écrit et met en scène en 2017 Phèdre, d'après la pièce de Jean Racine. Un Phèdre placé sous le signe de la comédie, joliment incarné par le comédien Romain Darol et joué dans le cadre du Festival d'Avignon en 2019. C'est une consécration. Nous avons le plaisir de recevoir François Gremaud, lauréat des prix suisses de théâtre, à la table ronde Racine. Belle présentation, merci beaucoup à l'association Bulldog. Votre Phèdre avec un point d'exclamation, c'est très important François, a donc été créé en 2017. Il s'agit d'un seul en scène qui dure 1h30, incarné par le comédien Romain Darol, qui a donc été joué à Avignon. Vous amenez la tragédie de Racine sur le terrain de la comédie et de la joie, qui est votre marque de fabrique. Comment est née cette idée qui, si je ne me trompe pas, a été destinée aux scolaires à l'origine, un public plutôt jeune? Oui, c'est ça, c'est très exactement ça. En fait, au départ, ce projet est une commande qui m'a été faite par Vincent Baudrier, directeur du théâtre de Vidy à Lausanne, et qui avait pour ambition, c'était ses mots, que de faire un cheval de Troie. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un moment dans la scolarité où les lycéens, les lycéennes abordent le théâtre sous sa forme d'abord littéraire, et c'est un moment où très souvent on dégoûte et parfois à jamais les élèves du genre théâtral. Et le cheval de Troie, c'était de profiter d'aborder un classique, mais d'amener en fait la dimension vivante de art vivant, et non pas seulement la dimension artistique, qui est la dimension, on dira, littéraire en l'occurrence, mais là, la dimension vraiment vivante, en classe, histoire de montrer que derrière les mots, il y a de la vie et que c'est quand même ça aussi qui est important, avant tout même au théâtre. Et donc, l'ambition était de donner le goût, en fait, aux élèves de ça, de cet art-là, de cette joie précisément du théâtre lorsqu'il est incarné, remué, bouleversé par du vivant. Donc c'était ça l'ambition, amener la joie du théâtre en classe pour essayer de rallumer cette œuvre phare, mettre la lumière dans le phare de Phèdre. Et on va en parler plus en détail dans un instant tout à l'heure. Simplement le choix de Romain Darol, qui est ce conférencier complètement insolite, assez allumé même on peut le dire. Comment ça s'est passé ?
En fait, Romain est un élève que j'ai eu à l'école de théâtre de la Manufacture à Lausanne où j'enseigne. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu très très vite des accointances sur pas mal de niveaux, notamment sur le niveau de la littérature. Lui, il a été élève il était à la Sorbonne, à Paris, en littérature. C'est vraiment quelqu'un passionné par le style, par la langue, mais c'est aussi quelqu'un de profondément joyeux. C'est quelqu'un qui dégage vraiment beaucoup d'empathie. Et je me disais que pour aller auprès des élèves, pour parler d'une œuvre comme Phèdre, qui est quand même une pièce, on dira, assez conséquente, pour ne pas dire parfois un peu difficile, c'était peut-être pas mal d'avoir quelqu'un de profondément joyeux pour pouvoir le faire. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. J'avais vraiment envie aussi de permettre aux gens de passer du temps avec ce comédien que je trouve vraiment formidable. Et un bon moment, on va en reparler tout à l'heure. Olivier Mélor, vous êtes le metteur en scène de la compagnie du Berger à Amiens. Vous avez choisi, vous, de monter Britannicus, tragédie en 5 actes, et en vers également, 1770 alexandrin, qui a été représenté pour la première fois le 13 décembre 1669 à Paris, à l'Hôtel de Bourgogne. Votre pièce est en préparation avec toutes les incertitudes que l'on imagine. On va en parler dans un instant. On va d'abord regarder la petite vidéo qui vous est consacrée. Aurélie, si vous pouvez la lancer pour qu'on fasse mieux connaissance avec Olivier. Metteur en scène, comédien et musicien picard, Olivier Mélor fonde la compagnie du Berger en 1993 avec l'idée d'un théâtre de troupe mêlant énergie, musique et texte. Après une période de théâtre amateur où il monte Schnitzler, Wedekind et ses propres textes comme Je suis un peu lâche, comme tout le monde, lauréat du festival Émergence du lavoir moderne parisien, Olivier Mélor entre à l'ENSAT où il rencontre celles et ceux qui l'accompagneront et feront la compagnie telle qu'elle est encore aujourd'hui. Il reçoit l'enseignement d'Alain Knapp, Nada Strandkar, Isabelle Nanty ou encore Elisabeth Chailloux et rejoint cette dernière au Théâtre des Quartiers d'Ivry à la sortie de l'école en 1998. En 2002, il relocalise sa compagnie en Picardie avec toujours le souci constant de faire un théâtre de troupe. Il mène alors divers projets avec Eric Chitkat à Albert, puis en baie de Somme, où durant presque 5 ans, il dirige le ciné-théâtre Le Pax à Quimplage. De 2010 à 2013, il est artiste associé à la Comédie de Picardie à Amiens, où il a créé entre autres Le Dindon de Feydeau, Knock de Jules Romain, Dialogue de l'exilé de Brecht, Oliver Twist d'après Dickens ou Cyrano de Bergerac de Rostand. Quand il ne met pas en scène, Olivier Mélor est également comédien et musicien, au cinéma, à la télévision et surtout sur les planches. Depuis 2019, la compagnie du Berger est en résidence au Centre culturel Jacques Tati à Amiens. C'est dans ce lieu que le metteur en scène imagine une version innovante du Britannicus de Jean Racine. Une adaptation enrichie non seulement d'un entremêlement d'art vivant, mais aussi de l'outil vidéo qui permettra notamment d'extraire des coulisses la formidable scène du banquet. Nous sommes heureux d'accueillir Olivier Mélor à la table ronde consacrée à Jean Racine. Olivier, les répétitions de Britannicus sont en cours. La pièce doit être jouée du 13 au 24 avril au Centre culturel Jacques Tati, où vous êtes donc en résidence depuis septembre 2019 à Amiens, puis du 6 au 30 mai au Théâtre de l'Épée de Bois, Cartoucherie à Paris. Est-ce que vous avez un peu de visibilité sur cette organisation, eu égard aux dernières annonces qui ont été faites? Non, aucune. Personne n'en a, ni nous, ni les restaurateurs, ni tous les gens qui sont dans des secteurs empêchés d'ouvrir au public, ce qui est quand même de toute façon un vrai problème quand on fait du théâtre. Effectivement, voilà. Et nous, c'est déjà le troisième spectacle comme ça qu'on répète et qu'on ne joue pas ou peu. La Noce de Brecht, qui est notre précédent spectacle, a été joué 8 fois sur les 60 prévus pour l'instant. Il y a des reports, il y a des annulations, il y a des actions, des occupations en ce moment qu'il faut soutenir et qu'il faut étendre à peut-être même d'autres luttes autour d'une réforme d'assurance chômage qui de toute façon est compliquée. Voilà. Voilà, alors nous sommes donc avec Britannicus à Rome en 56 après Jésus-Christ. Ouais.
Sous le règne du jeune Néron, qui n'est pas encore le tyran que l'histoire a retenu, sa mère Agrippine l'a placé sur le trône dans l'espoir d'exercer un pouvoir par procuration, dirons-nous, et elle sent au moment où la pièce commence que ce pouvoir est en train de lui échapper. Sauf erreur de ma part, Olivier, c'est la première fois qu'avec la Compagnie du Berger, créée en 1993, que vous vous emparez du théâtre classique du XVIIe siècle. Pourquoi Britannicus et pourquoi aujourd'hui ? Alors, de toute façon, je pense que une compagnie, c'est un chemin de spectacle. On en a monté, Britannicus, c'est le 35e spectacle de la compagnie. Alors, je compte tout, y compris les trucs qui n'étaient pas très bien ou les trucs qu'on jouait très peu. Mais en gros, ça fait quand même 35 fois qu'on se retrouve autour d'un texte. Et pourtant, on n'a jamais monté ni Molière, ni Tchekhov, ni Musset, ni Beckett, ni Coltès, enfin, je veux dire, il y a énormément d'auteurs qu'on n'abordera jamais. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui est peut-être un petit peu attaché à des anniversaires ou des choses comme ça. Ça fait 10 ans qu'on a monté Cyrano de Bergerac. Et Cyrano, c'était en vers. On est en résidence, comme il y a 10 ans, dans un théâtre municipal, un théâtre de quartier. Et je suis complètement d'accord avec François sur l'idée notamment du cheval de Troie. Je trouve ça très intéressant, cette démarche, effectivement, d'emmener le public, notamment les plus jeunes, ou les gens qui habitent dans les quartiers, qui ne vont pas au théâtre tous les soirs et qui vont peut-être pas au théâtre du tout. D'amener les gens, pourquoi pas avec Racine, ce qui n'est pas une mince affaire, à avoir envie de revenir au théâtre. Pas forcément avoir envie de revenir voir du Racine, mais à avoir envie de revenir au théâtre, quoi. Voilà. Ça a un certain sens en ce moment, parce que les gens, je pense qu'ils ont envie d'y revenir, mais ils ne peuvent pas, même si on joue Racine. Voilà. Qui se passe à Rome, effectivement, un Rome un peu fictionnel, où pourtant il y a quand même quelqu'un qui est nouvellement au pouvoir et qui gouverne sans le Parlement, sans le Sénat. Voilà. En France, actuellement, autour de la crise sanitaire, c'est exactement ce qui se passe. Un écho, une résonance, comme vous en faites toujours dans votre théâtre avec la Compagnie du Berger. Pour le coup, là, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a écrit ça il y a 500 ans. En effet. Justement, le texte de Britannicus, est-ce que vous l'adaptez? Est-ce que vous avez retravaillé pour la mise en scène ou est-ce qu'il sera intégralement dit et proposé? Oui, pour le moment, c'est le texte intégral. Les petites choses qu'on a modifiées, alors on n'a modifié aucun texte, mais on a rajouté un personnage qui est joué par François Decailleux, qui fait une sorte de chœur, qui fait une sorte de lien avec le public, qui est très proche, parce qu'on joue en trifrontal, en fait, et on a recours à aussi de la vidéo et 4 musiciens en live. En fait, on est 16 au plateau. Et normalement, il n'y a pas autant de rôles que ça. Mais on crée le nombre avec, on va dire, les techniciens, qui sont aussi les musiciens, un peu comme on fait d'habitude. C'est dans l'ADN de tous vos spectacles, la musique jouée en direct. Moi, j'ai toujours considéré que c'était quand même un peu étrange de diffuser un CD quand on fait du spectacle vivant. Donc, mais ceci étant dit, on n'a rien inventé. Quand il n'y avait pas de CD, c'est effectivement ce qu'il faisait, en fait. Voilà. Le même titre que Britannicus, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'abord un spectacle avant d'être un texte. C'est d'abord une pièce qui a été jouée en 69 avant d'être éditée, en quelque sorte, en 70. Et nous, on part toujours un peu de ce principe-là, que le texte est une matière à jouer, un terrain de jeu, et que nous, on va y rajouter absolument tout, et parfois aussi n'importe quoi. Parce que c'est l'idée aussi du cheval de Troie, d'amuser les gens, pourquoi pas, avec Racine. Nous, ça nous arrive de rigoler en répétition, sur 2-3 petites choses, des petites respirations qui permettent après d'encaisser des alexandrins. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce système trifrontal que vous avez imaginé. Est-ce que vous souhaitez en obtenir dans votre mise en scène? Alors, déjà, on souhaite pouvoir le faire parce que bien sûr, c'est pas hyper Covid. Mais l'idée, c'est que, en fait, on joue la plupart du temps dans des grands espaces. Le plateau du Centre culturel Jacques Tati est pas immense, mais c'est quand même un grand plateau à Amiens.
Et ensuite, quand on joue à l'épée de bois, là, on est carrément sur un truc qui fait 4 fois le plateau de Tati. Donc, on peut mettre des gens sur le plateau. On peut convier le public à assister à cette espèce de reconstitution historique un peu fictionnée, un peu... Parce que, par exemple, le personnage de Junie dans Britannicus est quelqu'un qui n'a jamais existé, en fait. Voilà. Et donc, avec cette espèce d'histoire romancée, de mettre les gens sur le plateau, à Jardin, à Cour, et puis aussi des gens dans la salle, mais uniquement sur les côtés, parce que peu à peu, on a un écran. Enfin, en fait, on a des laits qui tombent, 5, une par acte, qui viennent complètement obstruer le fait aussi que les gens se voient. C'est-à-dire qu'au bout du compte, les gens ne se voient plus et ont l'impression de revenir dans un rapport frontal au théâtre, en fait, à mesure que le spectacle va se noircir, en fait, à mesure que l'âme de Néron prend le dessus sur son destin tout tracé, quoi. Voilà. Alors Racine mettait en scène un empereur de l'Antiquité romaine devant le roi de France, avec toutes les précautions qu'on imagine à cette époque. Votre spectacle, vous le situez dans le temps? Il y a un ancrage comme ça? Ou voilà, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette notion temporelle? Là, actuellement, alors nous, ça fait 3 semaines qu'on a commencé à répéter. Il nous reste 3 semaines avant la première, mais on a pris des orientations assez vite sur le décor, dont on s'occupe aussi nous-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de tradition aussi. On fait absolument tous les métiers du théâtre au sein de la compagnie, quoi. Enfin, il y a des gens qui ont plusieurs casquettes, comme moi, mais comme d'autres. Voilà. Et l'idée, c'est puisqu'on va peut-être jouer dans un premier temps exclusivement aussi pour des plus jeunes, parce qu'on sait que peut-être on va pouvoir faire venir des groupes scolaires. Voilà. Nous, aujourd'hui, tout est bon à prendre. Il faut être clair. Je veux dire, les gens qui jouent dans la rue, qui tentent des choses, etc., ont tout notre soutien et notre approbation. Et quand on est en répète, nous, on n'est actuellement pas en représentation, mais on s'attend à aller vers ça et à aller vers quelque chose, une esthétique. C'est difficile de donner des références parce que tout de suite, les gens vont se faire des images. Mais en gros, on est quelque chose qui est entre l'univers manga, l'univers shakespearien, la saga historique, en quelque sorte, ou aussi le Games of Thrones, en quelque sorte, voilà, avec des choses beaucoup plus actuelles, des choses du quotidien et des costumes aussi faits sur mesure. Enfin, c'est un mélange de choses qui donne, voilà, je ne sais pas, on verra. Une atmosphère, comme vous savez, les créer à la Compagnie du Berger. Ouais. Parlons juste par rapport au théâtre classique qui ne représentait pas la violence sur le plateau, notamment cette grande scène de Britannicus à l'acte 5, scène 5, quand Burrus raconte à Agrippine ce fameux banquet où Britannicus s'effondre empoisonné. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire aujourd'hui en 2021 par rapport voilà, à ce principe du théâtre classique? Alors, cette scène, c'est une scène de théâtre narratif, effectivement, c'est un conte. Donc, est-ce qu'il faut donner une image, un visuel au public s'il arrive à se faire une image mentale de ça? Alors, ce qu'on sait, c'est que Britannicus meurt empoisonné. Bon, c'est pas un scoop, en général, dans ces pièces-là, ils meurent à peu près tous, donc ça se finit pas très bien, voilà. Il meurt empoisonné, nous, il va pas mourir empoisonné, je pense, voilà. On va, normalement, ce qui est prévu, c'est qu'il meurt dans un cercle de feu. Ah oui. C'est vrai, voilà. C'est ce qu'on essaye de faire avec la pâte à feu qui meurt peu à peu, qui reste tout au long de l'acte 5, d'ailleurs, qu'on le voit. Que ce soit même le dernier à rester debout sur scène, comme dans Cyrano d'ailleurs. Puisqu'il donne son nom à la pièce, bien que ce ne soit pas forcément le personnage le plus emblématique de la pièce. Je crois quand même que plus je regarde les acteurs jouer, parce qu'on en apprend beaucoup quand on fait des répètes et qu'on... moi, j'ai l'habitude de dire, maintenant, je comprends vraiment toutes les scènes. C'est très simple, en fait. Mais il faut le voir 4-5 fois. Alors, on ne peut pas demander ça au public, en fait. C'est très compliqué. Donc, nous, ce qu'on peut espérer, c'est que le public saisisse quelques bouts de choses, comme nous, quand on en fait la lecture ou quand on voit 1 ou 2 répétitions. Là, au bout de 3 semaines, c'est limpide, en fait. Et c'est très simple. C'est aussi ce que les gens doivent retenir, c'est que c'est des intrigues qui, aujourd'hui,
on en ferait des séries télé, en fait. La rivalité entre les frères, l'amour contrarié, la mère Et possessive. Britannicus, excusez-moi, Britannicus, même si ce n'est pas le rôle qui a le plus de vers, je pense qu'il fait partie des 3 premiers rôles pour moi de la pièce, qui sont Néron, Britannicus et Junie, qui sont des jeunes, très jeunes, qui ont normalement 16 ans, 17 ans, et qui là sont joués par des acteurs qui ont 25 ans à peu près. Voilà. Sauf Junie qui est un peu plus âgée, parce que je trouvais que c'était intéressant que ce ne soit pas une jeune blonde innocente. Voilà. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans Britannicus, c'est que c'est aussi une pièce sur la jeunesse sacrifiée, sur comment le pouvoir politique se fout littéralement du sort qui peut être réservé aux jeunes gens. Et actuellement, où il y a des gens jeunes, des étudiants, qui se balancent par la fenêtre parce qu'ils n'ont pas à manger, je trouve qu'il y a aussi une certaine résonance, hein, c'est comme ça qu'on va dire. Ouais. Oui, on peut préciser, avant que je pose quelques questions à François, qu'à la Compagnie du Berger, vous êtes dans un théâtre de troupe festif, populaire, mais vous êtes aussi dans le théâtre engagé, hein, bien entendu. Vous avez monté au Brecht. Il y a des résonances toujours avec notre époque et il y a des liens. Voilà, donc je pense que vous aurez matière avec Racine, effectivement. C'est des auteurs qui sont engagés et quand on choisit de monter ces auteurs, on choisit leur engagement. Effectivement. Merci Olivier. François Gremaud, dans votre spectacle Phèdre, Romain Darol lance cette invitation. Je vous propose un petit voyage spatio-temporel à destination de la Grèce antique, tournicotis, tournicoton. Je crois bien que nous y sommes. Il prend soin de replacer les situations dans un contexte, y compris de montrer ce qui est hors champ chez Racine, hein, c'est-à-dire la météo, les décors, les paysages. C'est une démarche qui s'apparente au conte finalement. Il était une fois. Oui, en fait, c'est vraiment faire c'était une manière aussi de redérouler c'est quoi le théâtre en fait. Et c'est vrai que le théâtre, au départ, c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire quelqu'un qui vient ou quelqu'une et qui dit, bon, il était une fois et la magie opère. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on a remarqué que quand on joue le spectacle en classe, on le dit à un moment donné, il le dit sous forme de boutade, il dit « il était une fois » pour raconter toute la mythologie qui précède Phèdre. Et rien que ces mots-là, très honnêtement, à chaque fois opère, la magie opère, les élèves systématiquement, dès qu'ils entendent « il était une fois », font et écoutent. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, hein. C'est assez impressionnant, la magie du « il était une fois ». Donc, c'est ça qu'on essaie de faire, de rappeler aussi que le théâtre, c'est laisser imaginer la météo, les décors, les personnages, l'interprétation, que tout ça est une matière vraiment formidable pour l'imaginaire et qu'une personne peut évoquer tout, en fait. Donc, c'était, encore une fois, dans une approche un peu didactique, pédagogique, on dira, de montrer tous les possibles du théâtre en ayant justement très peu de moyens au départ, c'est-à-dire n'avoir qu'un comédien pour pouvoir raconter tout. C'est de mettre en avant ce prodigieux miracle du théâtre. Voilà. Alors, comment avez-vous procédé sur le plan de l'écriture, justement, par rapport à l'œuvre originale? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on minimise? Voilà, comment avez-vous travaillé? Au départ, j'ai donc écrit un pré-texte, mais en 2 mots, tout seul, en imaginant vraiment Romain. J'avais vraiment Romain en tête. Sa langue, il faut préciser qu'il vient du sud-ouest. Donc, il a l'accent de Toulouse, donc il a quand même un accent très chantant. Donc, c'était très aidant aussi pour écrire et très joyeux parce qu'il y avait déjà de la musique joyeuse dans la langue. Au départ, ce qui a été un petit peu… non, au tout départ, je n'ai pas tout coupé. Justement, j'ai gardé beaucoup plus que ce qu'on a gardé à la fin. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de crève-cœur au moment où il a fallu réduire tout ça à 1h30. Mais ce que j'ai tenté de faire, c'est de pointer tous les endroits où moi-même, en tant qu'élève, à l'époque, lorsque j'étais adolescent, j'avais lu Racine, lu Phèdre et que j'étais tombé amoureux de cette pièce, de déplier, de pointer tous les endroits où il y avait une sorte de name-dropping que pouvait faire Racine avec des références mythologiques qui étaient peut-être communes pour le public de l'époque, mais qui ne sont pas forcément pour nous autres aujourd'hui. Donc, de vraiment déplier, prendre le temps de tout déplier, de voir qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il fait référence au père, à la mère, mais qui sont ces gens en fait? Médée, pourquoi Médée qui a donné du poison? À quel moment est-ce que ce poison est entré dans Athènes, etc. Et de pointer tous ces éléments-là et de commencer la pièce
par un petit précipité mythologique où on suit en fait l'histoire de Thésée qui vraiment concentre, si on veut, toutes ces références qui sont ensuite distillées dans Phèdre, comme Ariane, Naxos, etc. Qu'est-ce que c'est tout ça? Histoire de tout de suite offrir toutes les clés pour qu'ensuite, à l'écoute en fait des Alexandrins de Racine, les choses soient le plus clair possible, histoire de ne pas embrouiller, de permettre ensuite à la langue de se déployer sans que viennent par moments, par trop, ces références qui pourraient être inconnues pour les élèves. Donc, c'est ça qu'on a fait au départ. Donc, dans l'écriture, j'ai fait ça. Et puis après, c'est en répétition qu'avec Romain, on a coupé avec vraiment parfois douleur. Hein. C'est vrai que la tirade de Théramène, qui est quelque chose qu'on adule, ça a été très rude que de faire le choix de ne pas la dire, par exemple. Donc après, il y a eu tout ce moment des crève-cœurs. On a coupé. Écrire, c'est choisir, hein. C'est pas toujours facile. Au tout début du spectacle, on est à la 3e minute. Romain Daroll rappelle les fondamentaux de la tragédie. Il annonce que Phèdre meurt à la fin, comme Olivier vient de le faire avec Britannicus. Et il ajoute, mais que celles et ceux qui n'auraient pas encore vu ou lu la pièce se rassurent, d'autres personnages mourront d'ici la fin de la pièce. La salle rit. Elle rira encore après 1h30 quand il prononce cette phrase de Panope au sujet de Phèdre qui vient de prendre le poison. Elle expire. Seigneur, d'un bout à l'autre de votre spectacle, on rit, alors qu'évidemment, on est en pleine tragédie. C'est quoi? C'est l'enthousiasme de Romain Daroll qui le porte sur son visage aussi, qui permet ce glissement? Oui, je pense. Je pense qu'en fait, entre guillemets, le personnage principal de Phèdre, point d'exclamation, c'est Romain Daroll, c'est-à-dire c'est le comédien, c'est-à-dire c'est l'interprète. C'est-à-dire c'est cette personne qui se passionne pour une œuvre et qui essaie de transmettre cet enthousiasme-là. Et c'est l'enthousiasme qui provoque la joie, en fait, ici. C'est un peu comme des figures qu'on a pu connaître de professeurs qui nous ont partagé leur étonnement pour, je sais pas, moi j'ai le souvenir d'un professeur d'histoire de l'art qui parlait du carré blanc sur fond blanc de Malevich avec tellement de passion qu'en fait on était suspendu à ses lèvres, alors que finalement c'est juste un carré blanc sur un fond blanc, donc c'est pas a priori ce qu'il y a de plus bon. Et donc il y a cet enthousiasme. Et puis après c'est lié aussi à ma manière aussi d'envisager la vie. Je me rends compte que philosophiquement je me sens très proche de Clément Rosset, un philosophe qui m'aide à vivre et qui, comme Spinoza ou Nietzsche avant lui, disait que la joie était la force majeure, c'est-à-dire que la joie a ceci de formidable qu'elle peut même contenir tout le tragique de l'existence et que cette action, que de se lever le matin et de faire malgré le tragique, la tragédie de la vie et du monde, ce geste-là joyeux, j'avais envie aussi d'une certaine façon de le transcrire au théâtre et de voir est-ce qu'on arrive à faire contenir la tragédie de Phèdre, qui est une vraie tragédie, alors là pour le coup, dans un geste joyeux, qui pour moi est toujours le geste théâtral. C'est qu'au départ, je crois que tous les gestes théâtraux sont des gestes joyeux dans le sens de puissance de vie, hein, non pas dans le sens d'être un peu très content et béat, non, c'est juste, c'est des gestes puissants de vie. Voilà. Donc c'était ça aussi l'ambition. Romain Daroll ne se contente pas de raconter ou de commenter Phèdre, hein. Il y a des moments où il incarne vraiment, il met en scène, hein, notamment la fameuse scène 5 de l'acte 2 quand Phèdre avoue à Hippolyte son amour coupable, hein, puisque Hippolyte est son beau-fils, le fils de Thésée. Comme si finalement le conférencier était un peu débordé par cet enthousiasme. C'était aussi pour vous une manière de faire entendre le texte de Racine? Oui, c'était quelque chose qui était très important pour moi, c'est que par moment on fait de la paraphrase, vraiment, mais je voulais qu'on respecte, entre beaucoup de guillemets, le personnage de Phèdre. Aricie aussi, c'était des personnages, j'avais vraiment envie qu'on les respecte bien. J'avais envie qu'on puisse entendre, oui, faire résonner ce prodigieux art de Racine, c'est-à-dire que moi c'est vraiment une écriture qui m'a bouleversé quand j'étais adolescent, qui me bouleverse encore, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a tellement d'art dans la manière d'agencer les mots, en fait le style même de Racine est tellement prodigieux. J'avais vraiment envie de mettre ça en partage avec d'abord les lycéens, les lycéennes, puis ensuite avec les spectatrices, spectateurs, parce que le spectacle maintenant non, mais disons, devrait se joue devant un public quand
dans des temps meilleurs que ceux que nous vivons actuellement. J'avais vraiment envie de remettre en partage cette langue-là, quoi, de faire d'abord tout le détricotage pour ensuite permettre de retricoter. Effectivement, et votre spectacle s'emploie toujours à toutes les étapes à souligner le génie de l'écriture racinienne. Il y a notamment ce vers 827 que vous évoquez, hein, le roi qu'on a cru mort va paraître à vos yeux. C'est la réapparition de Thésée alors même que Phèdre a avoué son amour à son beau-fils en croyant son mari mort, il n'est pas mort. Vous soulignez que c'est un instant crucial qui se trouve exactement au milieu de la pièce qui compte 1654 vers. Voilà, c'est assez fascinant. C'est assez magnifique. C'est évidemment, est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Ça, c'est pas. Mais c'est les lectures en fait qui sont tellement prodigieuses. C'est de voir aussi comment on peut s'attacher à un auteur, à une autrice. Enfin, comment on peut, à un moment donné, être débordé d'amour et de passion pour quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est une œuvre même. Votre dispositif scénique est minimaliste, hein, une table, un comédien, et puis ce livre qu'il a dans les mains et qui est important hein, jusqu'à la fin, dans la relation aussi avec le public. Voilà, ce dispositif, c'était aussi pour laisser la place à l'œuvre originale, qu'elle puisse s'étendre comme ça, sans parasite, si j'ose dire. Oui, en fait, le dispositif, il a été adapté pour le plateau, mais au départ, en fait, Romain allait dans les classes, c'est-à-dire qu'il se retrouvait face aux élèves devant un tableau noir, un pupitre, enfin, en fonction de ce qu'il y avait dans la salle au moment où il arrivait dans la classe. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on ne disait pas aux élèves qu'ils allaient assister à un spectacle. On leur disait qu'un spécialiste venait leur parler de Phèdre, de Racine. Donc, en fait, ils accueillaient Romain d'abord avec circonspection, pour ne pas dire plus. Et en fait, on essayait de faire en sorte que le théâtre gagne, c'est-à-dire que par le biais du théâtre, on arrivait à passionner les élèves. Et ensuite, quand il s'agissait de le faire en salle, là, j'ai vraiment pris ce parti de l'espace presque vide, on dira, c'est presque Peter Brook, de mettre le moins de choses possible au plateau en faisant vraiment confiance à l'imaginaire des spectateurs et des spectatrices. Encore une fois, une manière de revendiquer qu'avec le théâtre, on peut faire tout exister. Et que c'est une manière aussi un tout petit peu, je dirais, de résister à la profusion des effets qui nous sont proposés, notamment dans les formats télévisuels ou cinématographiques, et de dire, bon, ben, en fait, au théâtre, on peut faire tout avec juste un peu de vivant. Et ça, c'était une manière de rappeler encore une fois ce prodige et ce miracle du théâtre. Il le dit d'ailleurs hein, dans la pièce, il faut imaginer un petit peu, on est au théâtre, on est là pour ça. Voilà, il invite les spectateurs à le faire. C'était un vrai défi d'écrire un spectacle, après quand il est parti dans les salles, qui soit à la fois pour les néophytes et à la fois pour les admirateurs et les passionnés de Racine. Oui, en fait, je me suis pas rendu compte au départ que c'était le défi, il n'était pas à cet endroit. Mais ce qui par contre m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir avec une œuvre qui me plaît tant et puis qui est quand même un monument, on dira, du théâtre français et de la langue, d'arriver à faire un spectacle réconciliant. J'ai envie de dire un spectacle qui va pouvoir à la fois s'adresser aux fanatiques de Racine ou du théâtre classique, à la fois aux personnes qui auront plus envie de voir un spectacle contemporain ou des gens qui auront envie de voir du théâtre drôle ou en fait, etc. De pouvoir réconcilier en fait les publics, une manière de dire en fait, le théâtre, encore une fois, moi je crois très fort à cette vision du théâtre populaire qui étaient les premiers écrits qui m'ont passionné quand j'étais adolescent et que j'ai voulu faire ce métier-là, Jean Vilar, Mnouchkine, etc., d'œuvres qui puissent être à la fois très pointues et en même temps qui s'adressent au plus grand nombre. Donc, c'est ça qui, moi, m'a plu, c'est la réconciliation. Et c'est aussi, Olivier, hein, la réconciliation, en tout cas ce théâtre universel, si j'ose dire, qui meut la compagnie du Berger. Votre pièce, là, doit durer 2h15 et elle est visible, conseillée à partir de 14 ans. Vous avez toujours fait en sorte que vos spectacles, ils soient vus, compris par des scolaires. Ça fait partie de la démarche de la compagnie, si possible. En ce qui concerne la langue de Racine, vous n'avez pas de crainte par rapport à ces jeunes qui n'en sont pas familiers aujourd'hui, très clairement. Oui, non, mais c'est sûr, c'est une langue qui est compliquée. Mais c'est une langue qui n'existe pas. C'est-à-dire, personne ne parlait comme ça, en fait. C'est une langue de spectacle.
Donc, nous, on en fait un spectacle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce principe de base, en fait, entre les gens qui vont le voir et les gens qui vont le jouer. C'est-à-dire que c'est un média, en fait. C'est une sorte de communication entre nous qui peut s'apparenter quand même au slam, par exemple, aujourd'hui, clairement. Cette métrique hein, bien connue, et les mystiches, et les 12 pieds, etc., c'est quelque chose qui est très musical. Nous, on s'en sert aussi comme ça. Hein. Ça devient des mélodies, parfois des musiques originales qu'on a créées pour le spectacle. Et le personnage du cœur dont vous parliez tout à l'heure de François Decailleux, il va, entre guillemets, vous servir à préciser des choses. Comment il va se présenter au fil du spectacle? En fait, il prend du texte à certains personnages. On n'en rajoute pas, on n'en a pas écrit du nouveau. Hein. On voulait faire ça au départ et puis on a arrêté parce que c'est dur d'écrire aussi bien que Jean Racine. Hein. C'est pas si simple. Voilà. Donc, en fait, maintenant, il prend des bouts de répliques à certains personnages, euh, parfois un peu de façon brutale, un peu de façon arbitraire, de toute façon. Voilà. Mais aussi parfois aussi pour faire un peu marrer, pour décaler. François Decailleux, il a cette figure sympathique. Hein, cette empathie aussi qu'a le personnage, qu'a le comédien de François. Voilà, je pense que c'est important qu'il y ait du lien avec un public, parce que le public, c'est le roi. Racine, il jouait devant le roi, et là, le public est roi, quoi. C'est vraiment vrai, de fait. Alors, on n'a pas parlé de la distribution, Olivier Mélor. Comment vous avez opéré vos choix de metteur en scène avec cette compagnie? Pour la plupart, vous vous connaissez depuis très longtemps, hein, depuis vos études, mais il y a aussi de nouveaux visages qui sont apparus au fur et à mesure des projets. Comment ça va se passer sur Britannicus? C'est effectivement beaucoup de gens avec qui j'ai déjà bossé. Certains comme Stéphane Zweckli ou Marie-Laure Boggio, Rémi Pousse, depuis plus de 10 spectacles. Voilà. Et certains plus nouveaux parce qu'ils sont plus jeunes. Nous, maintenant, on a 50 piges. C'est sûr qu'on peut dire que ça fait 25 ans qu'on se connaît, c'est pas dur. Mais les gens qui ont 25 ans, pour eux, c'est plus difficile. Donc, en fait, on les intègre. C'est Hugues de la Marlière, par exemple, qui joue Néron, qui était ni plus ni moins que notre stagiaire de troisième quand on a monté Cyrano il y a 10 ans. Donc, on rencontre aussi les gens comme ça. Vincent Do Cruzero, qui joue Britannicus, c'est quelqu'un qui est au Conservatoire d'Amiens, que j'ai vu jouer à des sorties de cycles, en fait, et puis aussi dans des spectacles. Voilà. On rencontre les gens parce qu'on les voit. C'est-à-dire, on fait du théâtre parce qu'il faut se rencontrer, parce qu'on a la possibilité de le faire. En ce moment, l'entonnoir fait que ça devient très difficile. Donc, ça se resserre peut-être aussi un peu plus localement, ce qui est peut-être pas plus mal aussi. Enfin, Oui, on a tendance moi, à... j'espère que tout ça va rebattre aussi les clés du local, de jouer, par exemple, dans des salles auxquelles on n'avait pas du tout accès avant, même quand on était là depuis des années. Nous, on a Ruy Blas de Victor Hugo, qui est prévu en 2023 à la Maison de la Culture à Amiens. C'est signé. Voilà, pour nous, c'est une fête. Parce que le théâtre, oui, c'est la joie et c'est la fête. Même si tout le monde meurt à la fin. Parce que c'est pour de faux. Effectivement. Oui, dites-nous-en un petit peu plus peut-être sur Ruy Blas, si c'est signé, voilà, s'attaquer au théâtre romantique après s'être attaqué au théâtre classique, encore un monument que vous allez... C'est des histoires de date aussi. Ça sera les 30 ans de la compagnie. Moi, j'ai joué Ruy Blas en 99. Voilà, c'est pas moi ce coup-ci. Hein, là, ça va pas être possible. Mais c'est Hugues de la Marlière qui va le faire. C'est un peu la même équipe que sur Britannicus, avec plus de musiciens, plus de machinerie, parce que c'est un spectacle qui va jouer sur des gros plateaux, à Paris aussi, à l'Épée de Bois évidemment, mais là on parle d'autres plus gros plateaux, parce que ça ouvre des portes aussi, de bosser avec ce genre de maison, d'avoir la confiance de Laurent Andréano, qui est un directeur qui nous fait du bien, voilà, à Amiens. Et effectivement, vous ne jouerez pas Victor Hugo et vous ne jouez pas non plus dans Britannicus, alors que vous avez joué dans un certain nombre d'autres pièces que vous mettiez en scène également. Pourquoi cette fois-ci? J'ai envie de dire, parce que ce coup-ci, il n'y a pas de petit rôle pour moi.
En général, quand je joue dans un spectacle, c'est pour faire les utilités, parce que ça m'amuse de le faire, quoi, de devoir être présent. Moi, je n'ai jamais loupé une représentation de la Compagnie du Berger. Il y a des metteurs en scène qui ne peuvent pas, parce que des fois, il y a deux spectacles qui tournent en même temps et tout. Moi, ça me rendrait malade, en fait. Donc, c'est pour ça que je vais au plateau la plupart du temps. C'est pour partager la sensation de troupe avec mes collègues, en fait. Euh, sur Britannicus, il n'y avait pas tellement de rôle pour moi, on va dire. Et vous jouerez de la musique, vous chanterez peut-être? Non, même Même pas, même pas. rien du tout. Mais oui, mais un peu de vacances pour tout le monde, c'est bien aussi. Oh non, en ce moment, on n'a pas besoin de vacances, Olivier. Pas Ouais. trop, hein. Pas trop. François, dans la vidéo de présentation qu'on écoutait tout à l'heure, il y avait cette formule qui illustre votre démarche théâtrale, penser autrement grâce à l'étonnement. Expliquez-nous un petit peu, vous l'avez évoqué, mais dans le cadre précis de Phèdre, comment ça s'applique, cette formule? Je dirais que c'est tout bête comme réflexion, c'est vraiment cette idée que l'étonnement serait à la base de la pensée. Et c'est vrai que ce geste-là, que d'être à un moment donné étonné par quelque chose, quoi que ce soit, permet juste ce geste-là, que de commencer à voir autrement, de voir différemment. Et je pense que le théâtre permet vraiment ce geste-là, quoi, de mettre de l'étonnement en partage, et donc de peut-être commencer à susciter un tout petit peu de réflexion, de pensée, et après, libre à chacun de penser ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Mais dans Phèdre, c'était vraiment ça à plusieurs endroits. D'une part, l'étonnement même de ces histoires mythologiques qui ont présidé à la rédaction de Phèdre. L'étonnement aussi, par exemple, face à cet alexandrin, de comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce qu'il fonctionne, de voir qu'il a des règles. C'est vrai, quand on le découvre, c'est étonnant quand même. Et puis après, encore une fois, moi, il y a deux choses. D'une part, mon étonnement face encore une fois, je vais reparler de ce mot-là, du génie de Racine, de comment avec la langue, il arrive, selon moi, évidemment c'était mon ressenti d'adolescent et encore le même aujourd'hui, comment avec de la langue, il arrive à faire, par exemple, ressentir un vertige aussi grand que celui de Phèdre au moment où elle découvre sa jalousie. En fait, c'est jalousie qui la ronge et qui l'habite. Ce que j'essaie de mettre en partage à ce moment-là, c'est comment quelqu'un a pu, à un moment donné, en agençant des mots, faire ressentir ces vertiges-là, c'est-à-dire le vertige de la poésie, quoi. Donc, il y a plusieurs sortes d'étonnements. Et puis, lié au théâtre, encore une fois, c'est cet étonnement en fait, il suffit d'une personne, pas une, il faut aussi celle en face, bien évidemment, il faut le public. Donc, il faut cette relation, évidemment, au théâtre. Mais qu'avec cette relation-là, on peut évoquer tout, en fait, on peut évoquer tout. On peut tout faire. Le théâtre est cet endroit de tous les possibles, ce qui est quand même, c'est prodigieux. Je veux dire, je serais à jamais étonné des possibles du théâtre. Et ravi. Et ravi, je suis toujours content avec le théâtre. Vous souhaitez faire de votre Phèdre le premier volet d'une trilogie consacrée à trois grandes figures féminines tragiques des arts vivants classiques, Phèdre, Gisèle et Carmen. C'est pas rien. Voilà. Pourquoi ces choix, peut-être Alors, en fait, suite à Phèdre, on m'a demandé, comme le spectacle rencontre un joli succès, si j'allais faire tout le théâtre classique français. Et je me suis dit, bon, peut-être pas tout de suite. Mais entre-temps, j'ai rencontré une danseuse, Samantha Van Vissen, qui est notamment une des danseuses historiques de Anne-Theresa de Kerstmaker, que j'avais, moi, découvert dans Rosas Tant Rosas dans début des années 2000, et qui m'avait vraiment bouleversé. Et j'ai rencontré sur un travail, et cette rencontre-là m'a donné juste envie de travailler avec elle, de lui écrire quelque chose. Et à un moment donné, je sais pas, c'est le hasard des choses a fait que, en lisant l'interview de quelqu'un d'autre qui disait que son personnage préféré dans les arts vivants était Gisèle, je me suis dit, ah, mais je pourrais faire en fait l'équivalent de Phèdre avec Gisèle dans le ballet, et puis écrire quelque chose pour Samantha comme j'ai écrit quelque chose pour Romain. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est super si j'en fais 2, mais je pourrais pourquoi pas en faire 3. Comme ça, après le théâtre classique, qui au départ était pas je suis pas un spécialiste du tout du théâtre classique, je me suis dit, bon, bah,
je vais m'attaquer au ballet, puisque c'est vraiment quelque chose qu'alors vraiment je ne connais pas du tout. Et je ne connais pas très très bien l'opéra non plus. Donc, allez, on va faire Carmen aussi. Et je trouvais assez joli de faire 3 déclarations d'amour à 3 interprètes, de la même manière que ces 3 pièces ont été aussi des déclarations d'amour de leurs auteurs pour des interprètes. Donc voilà, je trouvais que c'était assez passionnant et une manière aussi de continuer à fouiller cette forme conférentielle qui va faire qu'en fait, sous prétexte de conférence, in fine, on joue quand même une pièce de théâtre. Et voilà, comme j'en ai pas fini avec ce genre, c'était l'occasion de pouvoir faire ça. Et de transmettre une mémoire aussi du théâtre à travers le théâtre contemporain, effectivement, comme vous le faites tous les deux. Auriez-vous des questions pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors, vous avez le petit forum de discussion qui est sur la droite, où vous pouvez écrire, ou bien vous pouvez tout à fait réactiver vos micros et poser vos questions. C'est le bon moment pour le faire, si vous osez. Mais vous n'osez pas. Je n'ai pas l'impression. Pas de questions à poser à nos 2 metteurs en scène? Bonjour, vous m'entendez? Nicolas Bondenay, je pense. Oui, Oui, c'est moi. Je vais peut-être réactiver ma caméra. Je ne sais pas si... Hop, oui, je dois pouvoir le faire. Hop, voilà. Bonjour à tous. Alors j'étais un petit peu bousculé là parce que je suis au bureau. Alors peut-être vous y avez déjà répondu, mais j'aurais souhaité savoir pourquoi, à quel moment vous décidez en fait de vous attaquer à Racine et pourquoi Racine en fait, et pourquoi pas un autre auteur, pourquoi celui-là en particulier et pourquoi Phèdre ou Britannicus et à quoi ça répond pour vous? Olivier, peut-être, pour commencer, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, effectivement, mais je crois qu'il y a aussi, par rapport à Racine, ce qu'on n'a pas dit, Olivier, c'est des expériences aussi de ce que vous évoquez dans vos dossiers, des expériences de scolaires, de souvenirs. Ouais, c'est pour se venger. Non, mais il y a quelque chose qui... je pense que Racine... Bon, comme plein d'auteurs, mais lui, notamment parce qu'il a une espèce de réputation comme ça, une espèce de même je sais pas, de sacralisation aujourd'hui. Voilà, peut être malgré tout l'outil de la vengeance de plein de gens, jeunes comme vieux, qui s'en croyaient pas capables et qui, à un moment donné, vont venir voir une pièce qui va durer 2 heures et demie et en se disant parce qu'il faut quand même, c'est un engagement d'aller voir ce genre de spectacle. Voilà. Il faut quand même y aller en se disant, ça va me demander un effort, ça va me demander de la concentration, ça va me demander de m'ouvrir à l'émotion, à la poésie. C'est pas un spectacle où le spectateur est passif, même s'il ne fait que d'être concentré et d'écouter. Et je pense que Racine, c'est ce genre d'auteur, un peu sur le papier, on se dit tiens, c'est curieux. Surtout, par exemple, là, imaginons, on rouvre dans 3 semaines. Hein. Bon, imaginons. Hein. Je veux dire, réouvrir les théâtres avec Britannicus de Racine, c'est finalement assez gonflé. C'est pas du tout fait exprès. Mais je veux dire, comme Rostand sur Cyrano, c'est des machines à jouer, quoi. C'est des choses qui fédèrent tous les sentiments du théâtre, toutes les façons de jouer, tous les comédiens, les bons, hein, peuvent s'exprimer là-dedans et ils sont heureux de le faire. Et de fait, il y a un certain véhicule de joie, je suis d'accord avec François, vers le public, quoi. Après, pourquoi cette pièce-là? On a pas mal hésité entre plusieurs choses, avec Bajazet notamment. Voilà, pour l'exotisme, on va dire, je ne sais pas. Mais celle-là, vraiment parce que le sort qui est réservé à la jeunesse dans ce texte est très évocateur du climat, enfin de cette société qui oublie les jeunes actuellement, clairement. François, sur le choix de Phèdre, alors il y a une grande admiration à la base chez vous pour Racine et pour sa langue. Et voilà, pourquoi Phèdre et pourquoi à ce moment-là?
En fait, comme c'était une commande de faire un texte classique, j'avais comme seule contrainte de faire un texte classique français. Donc, très vite, je me suis dit que je voulais faire Phèdre en me disant, bon, mais c'est quand même un peu complexe peut-être. Alors, j'ai relu encore tout le reste, disons, Molière, Marivaux, etc., Corneille. Mais en fait, il y avait toujours Phèdre de Racine qui était là, tout simplement parce que moi-même, adolescent, étant tombé vraiment amoureux de ces mots-là, ayant été vraiment bouleversé par cette langue, je me suis dit qu'il y avait une chance que je puisse alors intéresser aussi des adolescents et des adolescentes d'aujourd'hui, vu que moi-même, ça va opérer sur moi. Et pour l'anecdote, je raconte parfois, mais c'est que moi, adolescent, je vivais une histoire d'amour malheureuse et je trouvais dans les mots de Phèdre, et notamment la scène de la jalousie, je veux dire, très exactement l'ampleur de ma douleur. Et je trouvais ça tellement fort. Et je me suis dit que s'il y a bien un thème qui est intemporel et qui n'a pas d'âge, c'est celui du sentiment et de la violence des sentiments. Donc, je trouvais qu'en plus, ces thématiques-là étaient possibles avec des adolescentes et des adolescents d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ça répond, je pense, Nicolas, à vos questions. Donc, Pascal Ponsard à l'appareil. Donc, moi, la seule question que j'avais, c'était je m'inscris un petit peu dans la même démarche que vous pour faire connaître Racine, c'est-à-dire de créer une sorte d'emballage dans laquelle on le présente de façon pas brute, d'une certaine façon. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait finalement jouer Racine de façon intégrale et de façon, je dirais, classique finalement? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui le présenter? En costume, voilà, ce Oui. genre de mise en scène. De façon très traditionnelle, je dirais. Traditionnelle. Alors, ça n'a pas été la démarche ni d'Olivier ni de François, Oui, mais nous, on joue le texte intégral. Oui. Et moi, j'ai déjà vu, par exemple, un spectacle d'Eugène Green à la Sorbonne, dans lequel joue Adrien Michaud, qui est un de nos comédiens aussi. C'était Mithridate, je crois, je suis plus sûr, enfin, je sais plus. Mais ça durait 9 heures. La déclamation baroque de l'époque, là, c'est une expérience, ce n'est plus un spectacle, c'est physique. C'est une immersion. Donc, on n'ira pas jusque-là, voilà, ça c'est sûr. On ira vers quelque chose qui est à la fois sur le texte et sur, on va dire, l'Empire romain, et par extension, j'ai envie de dire, sur l'Empire des hommes et des femmes. C'est-à-dire une sorte de racine universelle qui peut aussi avoir les traits d'un jeu vidéo. Voilà, je prends des termes très radicaux, hein, d'une série, de suspense. Nous, on a des moments où on va essayer de faire peur aux gens avec le son, la lumière. On lâche des choses du plafond. Pour que ça soit aussi un spectacle, c'est-à-dire quelque chose qui se spectarait, comme on dit, qui se voit avec les yeux, et pas seulement avec les oreilles. Un divertissement qui est une fonction du théâtre. Et aussi, c'est du théâtre devant du public qui paye et qui est en droit d'attendre du vivant, de l'action. Se divertir, pourquoi pas, pleurer, pourquoi pas, rire aussi. À sa guise, en fait. François, sur cette question, peut-être? Je pense que, pour ma part, je crois toujours que au départ de toute mise en scène et tout ça, il doit y avoir d'abord une nécessité, et à partir de là, quelle qu'elle soit, si la nécessité était de monter, par exemple, une pièce de Racine in extenso, en costume, etc., si cette nécessité-là existe, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Voilà. Il faut qu'au départ, à mon sens, quelqu'un ou quelqu'une ait quelque chose, une nécessité à partager, à mettre en partage avec une audience. J'ai vu un Phèdre, tout le texte était dit par un comédien avec la déclamation baroque, et il disait tout le texte comme une grande poésie.
On sentait qu'il y avait une nécessité chez lui. C'était, pour ma part, je trouvais ça bouleversant. Mais au départ, il y avait ça. Il y avait cette nécessité. Donc, si elle existe, à quelque part, si quelqu'un l'a, je pense que rien n'est ni interdit ni impossible. Alors Agnès Orozco, qui ne peut pas intervenir oralement, nous écrit à côté, qui est professeur de lettres. Bonjour, si je puis me permettre, les représentations en costume n'ont plus rien de traditionnel. Aucun jeune spectateur n'a jamais pu assister depuis au moins 30 ans à un Racine en costume. Peut-être est-ce dommage, je ne peux pas faire ma remarque en direct. Ma connexion est trop mauvaise. Voilà pour la remarque d'Agnès Orozco. Donc, tout est ouvert, malgré tout. Tout est possible, en effet, comme vous le dites, même si en ce moment, on voit plutôt la contrainte que le champ des possibles. Le champ des possibles reviendra sans doute, espérons-le. Est-ce que vous auriez d'autres questions, d'autres observations? Il va être l'heure de se quitter. Moi, j'ai juste une dernière question, si personne ne veut intervenir. Est-ce que justement, pour l'un et l'autre, cette crise sanitaire qui vous prive de public, très, très concrètement, pour faire un peu court, est-ce qu'elle a modifié la perception que vous avez que vous aviez de votre métier de metteur en scène de théâtre, de votre perception même du théâtre, ou est-ce qu'elle a simplement renforcé ce que vous ressentiez déjà auparavant? Je pense que c'est difficile d'avoir du recul. Oui. Encore actuellement, c'est encore quelque chose c'est une épreuve pour beaucoup de gens. Enfin, surtout les gens qui sont en réanimation, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Sur laquelle il est difficile d'avoir du recul. On peut pointer déjà des choses qu'il faudra plus refaire pareil, d'autres discussions, des espoirs aussi, en un mot et en deux mots. Enfin, voilà. Le problème, c'est que nous, on a aussi une sorte de calendrier, sorte de nécessité de travailler avec une ou plusieurs salles, avec du public, qu'il ne faut pas perdre. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai peur que les gens ne reviennent pas. Voilà. Vous croyez que le manque n'aura pas créé forcément ce qu'on peut imaginer comme une envie dédoublée, démultipliée? On verra bien. On verra bien. Voilà. Nous, notre sentiment, c'est aussi celui-là. François Gremaud. Moi, je dirais que la seule chose que ça n'a pas vraiment changé ou modifié, c'est juste cette prise de conscience de la chance inouïe que c'est de pouvoir vivre le théâtre. C'est-à-dire par le manque de se rendre compte qu'en fait, à chaque fois, encore une fois, c'est un petit miracle, cette petite communauté éphémère qui se rassemble autour de quelque chose. Et se vivre ensemble, se vivre intensément ensemble, le fait d'en être privé là me dit juste à quel point combien de valeur ça a en fait. Ça a une valeur inestimable en fait, cette chance-là. Nous, on a pu faire. Moi, j'ai fait trois créations pendant ce temps-là, donc 3 créations qui n'ont pas été montrées, sinon à un petit public de professionnels. Et à chaque fois, les gens qui étaient là dans la salle disaient mais combien ça nous manque, quoi. Combien c'est fort quand même ça. Et moi-même, j'ai pu assister à une représentation professionnelle la semaine dernière. Oh là là, mais comme c'est bon, comme c'est intense, comme c'est merveilleux. Donc, ouais, ça me confirme juste que c'est très, très précieux, en fait. Et ce sera un beau mot pour la fin, alors que c'est très, très précieux, le théâtre. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai un commentaire d'Aurélie de Vauchel. Je ressens un manque immense qu'il n'y ait plus de spectacle vivant. En aucun cas, les propositions en ligne ne peuvent le remplacer. Nous avons besoin des artistes en live. Autour de moi, tous mes amis sont dans ce cas. Le public reviendra. Moi aussi, je reviendrai. Nous reviendrons en famille, Olivier, et j'espère que ce sera pour voir Britannicus, puisque nous sommes tout prêts. En tout cas, tenez bon. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. Parce qu'en effet, nous mesurons les uns et les autres à quel point nous avons besoin de ce spectacle vivant. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci à vous deux pour votre présence. Et on se retrouve pour une autre table ronde dans le cadre du Festival Résonance la semaine prochaine. Je précise que cette rencontre et toutes les autres seront toujours visibles sur le site du festival, Résonance au pluriel, _du6 festival.fr et sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.